Conrad, merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission, Passé-Présent. Je viens évoquer ces 300 jours de Verdun, un ouvrage remarquable publié aux éditions Italiques. Et c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte de ce que fut l'enfer de Verdun. Et ce ne sont pas les calamiteuses célébrations orchestrées par François Hollande qui ont permis d'y voir beaucoup plus clair. Et du coup, il est vraiment nécessaire de se plonger dans cet ouvrage des 300 jours de Verdun, publié aux éditions Italiques. Oui, parce que, comme vous l'avez signalé à juste titre, les commémorations de 2016 n'ont pas été un modèle du genre, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'espèce de ballet organisé dans le cimetière de Douaumont. Les Français avaient droit à autre chose pour commémorer ce qu'avait été le sacrifice de leurs anciens au cours de l'année 1916. Verdun, c'est sans doute le moment le plus terrible de cette Première Guerre mondiale, puisque sur un espace restreint, une dizaine de kilomètres de profondeur, sur un front d'une douzaine de kilomètres, on a vu s'affronter de février à décembre 1916 les armées françaises et allemandes, avec au bout 140 000 tués allemands, 160 000 tués français, et je ne parle pas des blessés. Une épreuve terrible dans la mesure aussi où elle était le fait de duels d'artillerie qui avaient des dimensions apocalyptiques. Les Allemands avaient tout misé sur une puissance de feu absolument exceptionnelle, telle qu'on n'en avait jamais rassemblé, réuni jusque-là. Et malgré tout, eh bien, à la grande surprise d'ailleurs du commandement allemand, les Français ont tenu. Ils ont tenu pendant des semaines, ils ont tenu pendant des mois, et au bout du compte, cette bataille défensive de Verdun, ils l'ont de fait gagnée, même s'il y a eu davantage de pertes en chiffres du côté français que du côté allemand. Professeur, quand on regarde cet ouvrage qui est impressionnant, déjà par son format, un format géant, le nombre d'illustrations, il y a 1500 illustrations. Très riche icono, oui. On regarde et on se dit quand même, à la lecture de l'ouvrage, comment ces poilus, ils ont tenu malgré l'extrême violence des combats, la proximité de la mort. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette capacité de résilience de l'armée française dans des conditions aussi infernales. Tout d'abord, le commandement français, en l'occurrence le général Pétain, a organisé une noria quasi continue des troupes pour éviter que celles-ci ne restent trop longtemps en première ligne. Il y a eu un acheminement régulier de renforts en direction de Verdun. Il y a près du tiers de l'armée française sur l'année 1916 qui est ainsi passé dans le secteur de Verdun. Et ça a permis effectivement d'encaisser le choc, car il était évident que les conditions de la bataille faisaient qu'il était impossible d'imaginer de maintenir en première ligne sur des durées trop longues les soldats français. Ces 300 jours de Verdun contribuent à ce que le martyre des poilus ne demeure pas vain. Au fil des éditions successives, vous avez finalement réalisé, à travers cet ouvrage, dont j'ai la version, j'allais dire, de luxe, oui, tout à fait. Vous avez réussi à faire l'ouvrage de référence. Je crois, oui, parce que nous avons là une iconographie tout à fait exceptionnelle. J'en profite pour rendre hommage d'ailleurs au service historique de la défense de Vincennes, puisque nous avons bénéficié de l'aide et des conseils du regretté général Bach, qui nous a quittés il y a quelques mois, également du colonel Porte, qui ont été des chevilles ouvrières aussi de la réalisation de cet ouvrage, en nous fournissant les archives qu'il convenait de consulter, et en ouvrant surtout les extraordinaires ressources iconographiques qui sont celles du service historique de la défense de Vincennes. 552 pages. Volume là relié plein cuir avec fer
doré sur le dos et sur le plat. Alors, je dis cela parce que je me suis renseigné auprès des éditions italiques, dirigées par Jean-Pierre Turberg, qui est bien évidemment un compagnon, un compère. Tout à fait. Et je lui ai demandé si on pouvait acheter cet ouvrage encore et encore. Et en fait, dans la réalité, il ne sera plus réédité. Il n'existe plus que dans ce format, dans ce volume relié plein cuir. Alors, et numéroté d'ailleurs, c'est splendide. Là, j'ai par exemple l'exemplaire qui porte le numéro 9. Alors, je lui ai demandé concrètement comment pouvions-nous faire pour l'acquérir encore. En fait, ces exemplaires avaient été préparés, conçus pour des personnalités tout au long du centenaire, pour leur donner ces personnalités, et il reste quelques exemplaires. Alors, pour le procurer, rien de plus simple. Bien évidemment, c'est un ouvrage d'art maintenant, avec plein cuir. Donc, c'est à un coût qui est assez dispendieux, mais qui, au regard de l'ouvrage, est relativement faible, et de 245 €. Il en reste quelques exemplaires, et donc Jean-Pierre Turberg m'a donné, je vais me permettre de donner ces éléments à nos téléspectateurs, m'a donné la marche à suivre en m'indiquant que pour essayer d'aider au coût qui est important, il se propose d'offrir 2 autres ouvrages, dont un ouvrage s'appelle Fagnon bleu jonquille de Paul Simon, qui est un ouvrage que vous connaissez bien aussi. Oui, tout à fait. Paul Simon, c'est un des officiers du colonel Drian, qui, à la tête de ces 2 bataillons de chasseurs, a encaissé le premier choc de l'offensive allemande dans le secteur le plus septentrional du front de Verdun, ce secteur du Bois des Corps, où s'est déclenchée l'offensive le 21 février donc 1916. Après une journée entière de pilonnage absolument apocalyptique, les Allemands sont avancés pensant ne rien trouver en face, sur un terrain complètement labouré, et en fait, contre toute attente, alors que les tranchées étaient complètement sans dessus-dessous, eh bien, les Français, les combattants français, notamment de ces 2 bataillons de chasseurs, nombre d'entre eux avaient réussi, en s'installant dans des trous pour se mettre à l'abri, à tenir et à réagir face à l'assaut, au premier assaut des Allemands, qui a été repoussé donc au soir du 21 février. Et il faudra 2 jours pratiquement aux Allemands pour franchir cette première ligne de défense à hauteur du Bois des Corps. 2 jours de combat au cours desquels le colonel Drian sera tué et apparaîtra comme une des figures héroïques de la bataille de Verdun, puisqu'on peut toujours aller se recueillir sur sa tombe à hauteur du Bois des Corps aujourd'hui, non loin de son poste de commandement. Très beau carnet de campagne. Alors là, j'ai l'impression que je poursuis un peu mon boniment, que je suis sur un marché, mais néanmoins, c'est important parce qu'il y a un premier cadeau, mais il y a un second cadeau, alors qui est très beau aussi, qui est intitulé Les damnés de la guerre. Et alors là, c'est un ouvrage plus réservé pour les enfants. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est un ouvrage très beau dessin, super. Destiné aux enfants pour les initier à ce qu'a été cette Première Guerre mondiale, leur faire revivre ce qu'a été ce conflit, aujourd'hui évidemment très, très lointain. Les enfants de notre génération, ils avaient des grands-parents qui avaient participé à cette guerre. Aujourd'hui, bien sûr, les choses apparaissent beaucoup plus lointaines. Et bien, pour les plus jeunes, cet ouvrage sera évidemment l'occasion de découvrir ce qui fut malheureusement la terrifiante guerre civile européenne que nous connaissons. Merci beaucoup Philippe Conrad de m'avoir accueilli pour évoquer cet ouvrage que je trouve est un très bel ouvrage, vraiment, que je connais depuis de nombreuses années. Il est paru en 2006, donc je le connais bien. J'invite vraiment les téléspectateurs qui peuvent se le procurer de le faire. Alors, il y a un numéro de téléphone que je vous donne qui va s'afficher aussi, c'est le 06 07 34 93 98 pour joindre les éditions italiques, ou d'aller directement sur le site internet édition avec un S, italique, là aussi avec un S. Voilà Philippe Conrad, je souhaitais encore évoquer cet ouvrage avec vous. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.
Alors, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Jean-Paul Gourevitch pour son dernier ouvrage, La Méditerranée, conquête, puissance et déclin, paru aux éditions Desclés de Brouwer. Alors Jean-Paul Gourevitch est un spécialiste en matière de communication. Il s'est intéressé tout particulièrement aux problèmes relatifs à l'Afrique, aux problèmes relatifs à l'islam. Il a donné plusieurs ouvrages remarqués consacrés au mouvement migratoire dont on sait à quel point il représente aujourd'hui un défi majeur. Et il nous offre aujourd'hui un travail qui est à la charnière entre l'histoire et la géopolitique, consacré donc à la Méditerranée. Alors Jean-Paul Gourevitch, évidemment, la Méditerranée, la première réaction qui vient à l'esprit, nous avons affaire à un héritier de Fernand Braudel, et qui fut l'auteur en 1949 de sa mémorable Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II d'Espagne. Mais quand je vous ai dit cela tout à l'heure, vous êtes récrié en m'expliquant que ce n'est pas comme ça qu'il fallait présenter les choses. Oui, je n'ai pas la prétention de refaire du Braudel après Braudel, et mon souci, c'était plutôt de faire le tour de ceux qui ont rêvé que la Méditerranée soit un lac intérieur sur lequel ils assoiraient leur domination. Donc ça va depuis Ulysse jusqu'à Daesh, et ça traverse en quelque sorte 30 siècles d'histoire. Un survol évidemment tout à fait ambitieux. Mais en quelque sorte, vous nous renvoyez à l'idée romaine de la Mare Nostrum, mais elle a existé quand même. Alors, ce rêve méditerranéen, il a pris une réalité à un moment quand même. Alors la Mare Nostrum, c'est le seul cas où une puissance a réussi à contrôler la totalité du littoral sud, du littoral est et du littoral nord, et pas simplement les côtes, mais une partie de l'arrière-pays. Alors que quand Justinien a voulu refaire cette Mare Nostrum, ne contrôlant que les côtes et même une toute petite partie des côtes, il n'a pas pu véritablement asseoir sa prépondérance sur toute la Méditerranée, parce que quand vous ne maîtrisez pas l'arrière-pays, vos côtes sont fragilisées. C'est ça, il faut rappeler ce que fut la tentative donc au VIe siècle de l'empereur byzantin Justinien de reconstituer l'unité impériale romaine avec certains succès. On pense aux campagnes de Bélisaire en Italie, en Afrique. On sait que même une partie de l'Espagne fut reconquise pour un temps, mais tout cela est demeuré en fait éphémère. Et ce projet méditerranéen est resté sans lendemain. D'ailleurs, ses successeurs n'ont pas réussi à poursuivre son œuvre, et c'est pourquoi, pour chacun des rêves méditerranéens, il y a une carte qui montre jusqu'où est allé le rêve méditerranéen des uns et des autres, des chrétiens, des Ottomans, des Arabes, des pirates, des colonisateurs, et quelles sont aussi leurs limites. Bien sûr, parce qu'on voit bien, par exemple, dans le cas des Grecs, vous imaginez, vous revenez sur ce que fut la Méditerranée des Grecs. Elle fut le résultat de tout le mouvement de colonisation engagé à l'époque archaïque. Les Grecs sont présents sur les côtes d'Espagne, d'Italie, de Gaulle, évidemment. Nous leur devons la création de Marseille. Mais en même temps, cela ne va pas se traduire par la formation d'un espace politique, puisque finalement Alexandre va tourner ses efforts vers l'Est, vers l'Empire perse, va se poser en héritier des empires orientaux, en négligeant finalement l'espace méditerranéen, en tout cas toute la Méditerranée occidentale, et ses successeurs. Il y a quand même une dynastie qui a des ambitions méditerranéennes, c'est celle des Ptolémées. En Égypte, la dynastie lagide, elle s'intéresse à Rhodes, elle est en conflit pour le contrôle de la Syrie avec la dynastie séleucide. On voit bien qu'il y a là, pour une Égypte qui à l'époque pharaonique est complètement dans une large mesure repliée
sur elle-même, qui n'a pas de tentation expansionniste sur la mer, en tout cas, eh bien, on voit bien là qu'il y a une sorte d'un début de projet qui va complètement s'effondrer avec la défaite d'Axiom quand Auguste, le futur Auguste, Octave, l'emporte sur Cléopâtre et Antoine. C'est pourquoi, en ce qui concerne la Grèce, j'ai pas considéré que les Grecs avaient un véritable rêve méditerranéen, et pour la Grèce, j'ai pris l'exemple d'Ulysse. D'abord parce que ça fait partie de ma mythologie personnelle, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur Ulysse, et d'autre part parce que Ulysse est le premier héros méditerranéen. D'une certaine façon, il parcourt tout l'espace méditerranéen, et alors quand on relit très précisément Homère, ça c'est mon vieux côté prof de français latin grec qui ressort, on s'aperçoit que l'Odyssée, c'est pas simplement le retour d'Ulysse, c'est aussi un guide de navigation qui permet de savoir où sont les courants, dans quel port on doit aborder, avec quel tonnage, et ça c'est une dimension de l'Odyssée qui est relativement peu connue. C'était toute la théorie de l'ouvrage sur les Phéniciens et l'Odyssée de Victor Bérard. Oui, tout à fait. Qui qui cherchait les clés, en quelque sorte, dans l'Odyssée d'un manuel de navigation. Voilà. En fait. Alors, bien entendu, il y a à travers cela autre chose, puisqu'il y a une sorte d'épopée romanesque avec le quatuor magique des 4 tentations féminines d'Ulysse, la femme, la maîtresse Calypso, la magicienne Circé et la jeune fille pure Nausicaa, et c'est ce qui fait aussi la force de l'Odyssée. Alors, cet espace méditerranéen, il se trouve donc de fait unifié par Rome. Ça, c'était pas le résultat d'un véritable projet. Ce sont les guerres, notamment menées contre Carthage, contre les Puniques, qui ont amené la République romaine, qui était à l'origine une puissance continentale, à s'imposer également sur mer. Tout à fait. C'est un peu les circonstances qui ont favorisé tout ça. Le rêve méditerranéen ne préexiste pas à la Mare Nostrum, il se construit en même temps que la Mare Nostrum, et d'ailleurs quand Strabon parle de la Mare Nostrum, c'est au bout d'un certain temps, à partir du moment où la domination romaine s'impose tout autour de la Méditerranée. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les seuls qui ont réussi à dominer la totalité de la Méditerranée. Oui, puis à en faire au bout du compte un espace de paix, pratiquement. Quand Pompée en finit avec les pirates des côtes ciliciennes, la Méditerranée, c'est un espace qui reste pacifié. Oui, de paix et de prospérité. Pendant toute la durée de l'Empire. Tout à fait. Et on est aux antipodes de ce que Braudel, justement, appellera le cœur violent du monde au XVIe siècle, quand la Méditerranée verra s'affronter la puissance ottomane et puis la puissance espagnole ou la puissance de l'Empire de Charles Quint. Dans cette perspective, il faut rappeler aussi la vision qu'avait eue l'historien belge Pirenne dans son Mahomet et Charlemagne, où il montre bien comment cette unité méditerranéenne, qui fonctionnait comme un espace d'échange, comme un espace où prospérait le commerce, et ça s'est même prolongé même un peu après la chute de l'Empire romain, mais tout cela est au contraire complètement remis en cause par l'expansion musulmane à partir du 7e siècle. Alors vous avez les deux rêves, hein. Il y a le rêve de la Méditerranée musulmane, et il y a le rêve de la Méditerranée chrétienne, et deux rêves qui sont tous les deux pollués par des divisions internes, divisions internes du côté des musulmans. La fitna est au cœur de l'Oumma, et donc à partir du moment où vous avez plusieurs centres de pouvoir, vous ne pouvez plus contrôler, et division aussi
du côté des chrétiens, car s'il y avait un projet de refaire une Méditerranée chrétienne et de reconquérir Jérusalem à partir de la deuxième croisade, on s'aperçoit bien qu'il y a un écart entre les chefs de guerre, les rois, les seigneurs de guerre, et puis le populaire, qui lui rêve véritablement de rétablir le christianisme tout autour de la Méditerranée. Et l'exemple le plus frappant, c'est la dérive de la 4e croisade, qui, au lieu d'aller vers Jérusalem, s'empare de Constantinople. Après s'être emparé de Zara sur la côte d'Alma, tout cela pour servir les intérêts de Venise, qui fournissait la logistique, à savoir la flotte, les bateaux nécessaires. Alors, cette Méditerranée, les rapports de force y ont été très mouvants, parce que on connaît la phrase fameuse d'Ibn Khaldoun, le célèbre historien musulman, disant qu'à la veille de l'an 1000, les chrétiens ne pouvaient même pas faire flotter une planche de bois sur la Méditerranée. C'était à l'époque un lac musulman qui permettait d'ailleurs, ce qu'on appelait les Sarrasins, de venir pousser des raids sur les côtes méridionales de l'Europe, d'y installer même des points d'appui à partir desquels ils pouvaient lancer leur razzia. Tout change au XIe siècle, dans un premier temps, avec l'irruption des Normands dans l'espace méditerranéen. Ils vont reprendre, le monde chrétien reprend l'initiative quelques décennies avant la première croisade, et petit à petit, le rapport des forces change complètement. Ce sont les flottes, notamment italiennes, vénitiennes, pisanes, génoises, qui vont maîtriser maintenant l'espace méditerranéen, assurer la liaison avec les échelles du Levant pour un commerce fructueux qui va durer pratiquement jusqu'au XIVe siècle. Il y a une réouverture de la Méditerranée, et puis alors, boum, au XIVe, XVe siècle, alors là, de nouveau, c'est la catastrophe, c'est l'irruption ottomane qui brise à nouveau l'unité méditerranéenne qui s'était ponctuellement reconstituée, même entre ces deux rives, sa rive chrétienne et sa rive musulmane. Les échanges, les intérêts avaient fait que, au-delà de l'affrontement religieux et politique, un espace méditerranéen s'était reconstitué, notamment du fait du commerce. Voilà, mais justement, j'ai consacré tout un chapitre aux rivalités entre Pise, Gênes et Venise, mais surtout à la naissance du capitalisme maritime et au fait qu'il y a eu à la fois à cette époque un progrès de la navigation, mais aussi c'est l'époque où il y a les lettres de change, il y a les assurances, et il y a le fait que finalement investir sur des bateaux qui vont pouvoir aller d'une rive à une autre, ramener du fret et lutter contre les pirates de l'époque, c'est d'un bon rapport. Alors malheureusement, tout le problème est toujours là. Quand vous ne tenez pas la terre, il est difficile de contrôler la mer. D'ailleurs, Venise l'a bien compris en se constituant un empire d'outre-mer dans l'Égée, en Crète, dans le Péloponnèse, en installant là des bases à partir desquelles ces galères pouvaient assurer la sécurité du trafic en direction de la République sérénissime. Voilà, et en même temps, Venise était menacée sur terre parce qu'elle n'avait pas les moyens d'être une puissance continentale suffisamment importante pour résister à des adversaires qu'elle s'était fait un peu partout. Alors, cette Méditerranée, donc, qui redevient un lieu de conflit à l'époque ottomane, elle va être un théâtre d'affrontement sur ce terrain précis, pratiquement jusqu'au XIXe siècle. On voit la flotte turque détruite à Tchesmé par les Russes à la fin du XVIIIe. On voit encore, au moment de la guerre d'indépendance grecque, les flottes françaises
française, russe et anglaise envoyées par le front la flotte ottomane lors de la bataille de Navarin. C'est un conflit de longue durée. Le poids de l'Empire ottoman a quand même été tout à fait décisif. Oui, dans cet il a espace. décentré en quelque sorte l'histoire logique de la Méditerranée. À partir du moment où l'Atlantique prend un rôle très important et où justement la Méditerranée devient de plus en plus fermée sur elle-même, avec des conflits qui s'exaspèrent pour pouvoir en obtenir la prépondérance. Vous avez ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire l'importance des Ottomans et en même temps l'importance de ses adversaires, et puis vous allez avoir toutes les épopées colonisatrices qui vont se dire, eh bien, pourquoi ne pas asseoir notre souveraineté sur la Méditerranée en créant des colonies, des protectorats. Et ça durera jusqu'au moment où les nationalismes se réveilleront et où on va voir émerger une sorte de troisième force qui n'était pas attendue jusque-là, c'est-à-dire les peuples du littoral sud qui considèrent que la Méditerranée, c'est aussi à eux. Alors, cette Méditerranée, cœur violent du monde, donc, comme disait Braudel, elle est le théâtre de moments tout à fait décisifs. Je pense au XVIe siècle, par exemple, au siège de Malte ou à la bataille de Lépante, voilà. qu'on a eu tendance à oublier, notamment en France, parce qu'on n'a pas pris une part considérable à ces affrontements-là, qui pouvaient avoir pourtant la dimension d'une défense globale de Ah oui, c'était pour les uns, c'était l'Occident et la chrétienté contre les pays musulmans, mais comme vous l'avez dit, la France s'était un petit peu mise à l'écart. Un peu brillé par son absence du fait de l'alliance de Revers qu'on avait conclu de fait avec le sultan contre la maison de Habsbourg, contre l'Empire. Alors ces luttes en Méditerranée vont donc se prolonger jusqu'au XIXe siècle, mais au XIXe siècle, là les choses semblent de fait s'apaiser parce que la supériorité de l'Europe qui s'est lancée dans la révolution industrielle est telle que son hégémonie, sa domination sur la Méditerranée va devenir indiscutée. Et notamment la domination d'un pays qui pourtant n'est pas méditerranéen, lui, c'est-à-dire l'Angleterre. Oui, mais justement, c'est le fait qu'à l'intérieur des puissances occidentales, les conflits sont fréquents, latents et finalement relativement forts, qui va faire que jamais l'Occident ne va s'entendre pour dominer la totalité du pourtour de la Méditerranée. Ça, on arrive à des compromis. Le plus célèbre, c'est l'entente cordiale franco-anglaise. Vous nous laissez tranquilles en Égypte, nous disent les Anglais, on vous laisse faire au Maroc. Voilà, absolument. Et la France réussit ainsi à faire l'unité du Maghreb sous son autorité. Mais les Anglais conservent quand même, évidemment, le contrôle de la situation à travers Gibraltar, Malte, Chypre, Suez, Aden à la sortie de la mer Rouge. Voilà, c'est l'intérêt aussi de toutes les places fortes qui permettent d'introduire à l'intérieur d'une ère de domination des éléments de résistance ou des points d'appui. Ou des points d'appui. Là, je crois qu'on peut rendre hommage, si l'on peut parler ainsi, à ce que les géopoliticiens appellent la sélection spatiale telle que l'a pratiquée l'Angleterre. C'est l'amiral Mahon qui mettait ça notamment en avant. L'Angleterre sachant s'appuyer justement à travers Gibraltar, Malte, Suez, sur des positions décisives pour garantir la sécurité de la route des Indes, pour contenir la poussée du grand empire du Nord russe en direction des mers chaudes. C'est une politique ou une géopolitique qui peut apparaître d'une certaine manière comme un modèle, quoi. Oui, là où les Français, elle est datée. Elle est datée, c'est 19e et début 20e. Mais là où les Français s'épuisaient dans une certaine mesure à vouloir contrôler l'ensemble
contrôler l'ensemble du Maghreb. Oui, c'est tout à fait exact, mais je veux dire que pour moi, l'évolution majeure, elle se crée après la Seconde Guerre mondiale, après ce plan B d'Hitler qui est mal connu, parce que en travaillant sur ce domaine, je me suis bien rendu compte, et Hitler le dit lui-même, le but de l'opération Barbarossa, ça n'est pas de conquérir Moscou, mais c'est aussi le fait de faire que les colonnes qui progressent le long du littoral nord rejoignent les colonnes de Rommel qui progressent le long du littoral sud, et que ça fait basculer la Turquie dans l'orbite des puissances de l'Axe. Et que les forces de l'Axe se rejoignent en fait dans le Proche-Orient pétrolier, en Mésopotamie, où s'éveillent alors les nationalismes arabes avec la révolte irakienne de 1941. Oui, ils ne sont pas arrivés si loin que ça de leur but, parce qu'ils sont arrivés en haut de l'Elbrouz, ils n'ont pas pu descendre sur Sukhumi, mais quoi, il y avait 30 km. À l'été 42, effectivement, on approche du Nil, les Allemands sont également sur le Caucase et les Japonais sont aux portes de l'Inde. Oui, tout à fait, mais ça c'est quand même une tentative mal connu, à mon avis, de rêve méditerranéen, de rêve totalitaire sur la Méditerranée. Oui, en même temps, on admet généralement que Hitler n'a pas évalué, n'a pas mesuré l'enjeu que représentait la Méditerranée, qu'il ne lui a pas donné la priorité. Alors, il y a un débat, vous le savez, en tant qu'historien, il y a un débat entre historiens sur ce point. La plupart des historiens pensent effectivement que Hitler avait négligé les atouts que pouvait lui assurer la conquête de tout le pourtour méditerranéen. Et d'autres, quand même, disent, mais c'est par le fait de ses défaites ou de l'impuissance qu'il a eue de pouvoir faire se rejoindre ces deux colonnes, qu'il a abandonné un rêve qu'il devait caresser plus ou moins, parce que chez Hitler, il y a toujours quand même des rêves d'hégémonie très très forts. Mais il a quand même donné la priorité à l'expansion vers l'Est, oui, c'est vrai, au détriment de la Russie. Ça s'inscrivait dans tout son projet d'espace vital continental, et il n'a pas peut-être donné à la Méditerranée la place qu'elle aurait dû avoir dans son projet stratégique, ce dont les Alliés ont bénéficié, puisque l'Afrique du Nord a été une base arrière pour entamer l'assaut contre la forteresse. Puis il y a l'arrêt d'El Alamein, et là, Rommel bloqué. Ça veut dire aussi que les colonnes du Sud ne pourront plus progresser. Et puis 1943, c'est la capitulation de l'Axe en Tunisie. C'est une page qui est alors tournée. Alors pour en venir à des époques plus récentes, la décolonisation va intervenir après la Seconde Guerre mondiale. On sait dans quelles conditions, dans tout l'espace méridional et oriental de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration radicalement nouvelle, et là je m'adresse aux spécialistes des mouvements migratoires. Comment voyez-vous la suite de cette histoire, avec une Afrique confrontée à une explosion démographique d'une ampleur sans précédent, une Europe vieillissante, un monde arabo-musulman taraudé par le réveil islamique que l'on connaît depuis maintenant une trentaine d'années. Quel est votre diagnostic sur l'avenir de cette région en termes géopolitiques? Alors vous savez, je me méfie des futurologues parce qu'ils se sont toujours trompés. Vous avez bien raison. Mais c'est vrai que les deux derniers chapitres sont consacrés d'un côté au rêve migratoire, qui n'est pas le rêve de posséder la Méditerranée, mais de la traverser, et au rêve islamiste, qui est lui, au contraire, un rêve d'établir sur une dérive un califat, et de l'autre côté, des cellules actives capables de mettre en péril l'Occident et ses valeurs. Alors,
moi, ce qui m'intéresse dans ce domaine, c'est que on a une sorte d'évidence géopolitique. L'Afrique est 2 fois plus peuplée et sera bientôt 3 fois plus peuplée que l'Europe, et elle est 10 fois moins riche, en tout cas 10 fois moins riche dans ce qu'elle affiche, parce que les ressources africaines sont extrêmement importantes. Comment voulez-vous que quand il n'y a que quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres entre 2 continents avec de tels écarts, comment voulez-vous que le rêve de migration ne puisse pas fonctionner? Et toute la difficulté, j'ai essayé de l'expliquer dans tout le travail que je fais sur les migrations, c'est que les Européens, les Occidentaux ont cru que c'est en aidant les pays en développement qu'on allait freiner l'immigration. Alors, je n'ai rien contre l'aide aux pays en développement, puisque j'ai travaillé 25 ans en Afrique dans ce domaine-là. Mais ce que je sais maintenant, c'est que l'aide en développement ne freine pas du tout les flux migratoires, au contraire, les accélère. Donc, ça n'est pas en concentrant toutes nos forces sur l'aide au développement pour les pays émergents qu'on supprimera le rêve migratoire. Bien, merci beaucoup Jean-Paul Gourevitch pour tous ces éclairages. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Méditerranée, conquête, puissance et déclin, aux éditions Desclés de Brouwer. Merci. Merci.